Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec votre émission Empreinte, conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, et nous recevons aujourd'hui avec plaisir Lounès Rezali. Lounès Rezali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'y avoir invité. Voilà, nous vous recevons pour parler de vos ouvrages. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez déjà 5 ouvrages à votre actif pour une carrière relativement courte, hein, récente, on va dire. Récente. Effectivement. C'est bien d'avoir un rythme dans l'écriture. Et vous avez commencé quand même dans les années 90 en tant que journaliste, correspondant de près de nombreux journaux. Effectivement, j'ai collaboré avec le journal Le Pays, par exemple. C'est-à-dire, hebdomadaire. Hebdomadaire. J'ai écrit des nouvelles littéraires, c'est-à-dire, je ne m'intéressais pas au journalisme, mais j'écrivais des choses littéraires à chaque fois. C'était sur la littérature. C'était sur la littérature. Des nouvelles, donc des histoires courtes. Donc malheureusement, le journal n'a pas tardé, donc c'était jusqu'en 1996. Il a arrêté. Et puis voilà, par la suite, je suis aussi devenu correspondant d'un journal Liberté, par exemple. Là, j'ai écrit quelques, disons, des articles d'information et tout. Donc des articles de correspondant. Mais j'ai arrêté, c'est-à-dire ça ne m'a pas intéressé, l'écriture journalistique, on va dire. L'attrait, c'était la littérature. C'est tout, voilà. Donc je me suis toujours intéressé à la littérature, à quelque chose, disons, de contemplatif, quelque chose, voilà. Très bien, pour revenir un peu à la presse, c'était... Le Pays, c'était avec notre ami Talawanou, Nordin Talawanou. Nordin Talawanou, c'est lui-même qui m'a signé la convention. La convention. C'était un hebdomadaire de bonne facture quand même, Le Pays. Hein. Effectivement. Il a fait de la résistance. Oui, à l'époque, bien sûr, c'était une autre époque. Il y avait beaucoup de culture. Oui. C'est un journal qui avait beaucoup de... de pages culturelles. 2 ou 3 pages, même un peu plus. Et puis, il y avait beaucoup aussi d'informations concernant la région, puisque c'est un journal qui est régional. Oui. Donc, c'était effectivement très, très intéressant. Bien, donc, chers amis auditeurs fidèles auditeurs de la chaîne 3, la question que l'on pose à quelqu'un qui a commencé l'écriture avec la presse, c'est comment est née en vous cette passion d'écriture ? Je pense c'est d'abord la lecture. La lecture, depuis très très longtemps, hein, j'ai toujours aimé la lecture. Et je pense que quelqu'un qui aime lire finira toujours par écrire, un jour ou l'autre. Donc, et là, j'ai commencé à lire très tôt. À partir de quel âge ? À peu près 12 ans. 12 ans, je me souviens, je lisais au collège, donc juste après la 6e. J'avais déjà une carte de bibliothèque. À l'époque, c'était la bibliothèque verte. Rose, c'était de petites histoires que je lisais, donc je ramenais des livres de la bibliothèque, mais juste par la suite j'ai commencé à acheter des livres, donc presque à cet âge-là, à 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à acheter mes premiers livres, sans connaître véritablement, bien sûr, à cet âge-là, on ne peut pas connaître ce que c'est la littérature, donc c'est des choses que je découvre plus tard. Mais déjà, vous avez découvert la lecture, et là, je note au passage, il faut noter au passage, l'importance de la bibliothèque au sein des établissements scolaires. C'est quand même... C'est très important. C'est très, très important parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas beaucoup, disons, télévision... de radio, de télévision... la radio... de loisirs, on va dire. Même c'est-à-dire les réseaux sociaux et tout. Donc, c'était presque un peu... notre monde. Notre fenêtre. Ou notre monde. Et au sein de la cellule familiale, est-ce qu'il y avait des... Est-ce que vos parents lisaient ? Oui, j'ai mon père. Les oncles, la grande famille, je veux pas. J'ai mon père qui lit beaucoup. Il a fait 7 ans l'ancienne école, l'école laïque. Donc 7 ans, à l'époque, c'était beaucoup. Important. Oui, il lisait les journaux, il lisait aussi des livres, surtout des livres d'histoire concernant la révolution algérienne et tout. Il lisait beaucoup de livres parce que c'est des choses d'abord qu'il a vécues. Il était en France, mais il a vécu il retrouve beaucoup d'informations qu'il avait vécues en France et qui l'intéressaient donc plus tard
Je me souviens par exemple, il a lu surtout les mémoires, voilà, donc des anciens combattants, des anciens, voilà, donc l'histoire surtout. Compagnons d'armes, des anciens compagnons. Alors, adulte, vous avez eu accès à la littérature, vous avez lu. Quels sont les auteurs algériens qui vous ont le plus marqué? Je pense qu'il y a Mamri, incontestablement, bien sûr Mohamed Dib, Assia Djbar aussi, ce sont des auteurs qui m'ont véritablement... Après, bien sûr, il y a Tahar Djaout aussi, mais surtout les trois Mamri, Assia Djbar et Mohamed Dib, je pense ce sont les trois auteurs qui m'ont véritablement marqué. Vous avez commencé par la colline oubliée de Mamri? Oui, j'ai lu La colline oubliée, je pense que je peux le dire, 2 ou 3 fois peut-être, et j'ai lu aussi d'autres. Ces 4 romans, pratiquement, ils sont recueils de nouvelles. De nouvelles, les Scales, je crois. Les Scales, oui. Donc, voilà, je découvre chez lui donc, cette littérature, cette langue élégante. Voilà, il a de l'élégance dans l'écrit et même dans la locution. Voilà. Il est très élégant. Et pourquoi pas, donc, quand on dit Mouloud Mamri, on pense automatiquement à Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun, je l'ai découvert donc déjà à l'école, je au collège, et il m'a touché, c'est-à-dire les textes que j'ai découverts à l'époque, donc j'ai ressenti déjà, on est un petit peu dans un même univers émotionnel. Il y a beaucoup de personnages qui sont un petit peu mais semblables. Mes semblables, mes proches, Khalti, Nana, donc voilà, c'est des choses qui marquent. Mais c'est-à-dire en tant que texte littéraire et tout, donc j'ai senti vraiment chez Mamri, Assia Djbar et Mohamed Dib cette grande élégance d'écriture, ces nuances, voilà. Oui, chaque auteur a son style, a son... C'est vrai que Mohamed Dib, avec la trilogie de la Grande Maison, l'incendie, la trilogie, Métier à tisser, on est quand même dans un regard de l'Algérie, du passé colonial, de la grande misère, de la grande souffrance du peuple algérien. Surtout ça, la grande misère. C'est presque ces 3 livres, c'est la description de la misère du peuple algérien à l'époque de la colonisation. Mais j'ai aimé aussi par la suite, parce que il a beaucoup écrit après. Oh, oui, c'est très poétique, effectivement. Oui, oui. Le Terrasse d'Orsol, l'Enfantement. L'Enfantement, oui. J'ai lu pas mal de lui. Et Assia Djbar, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Assia Djbar, j'aime beaucoup cette alternance, comme par exemple dans Amour et Fantasia. Il y a cette alternance. Elle parle aussi du colonialisme. Elle parle de la colonisation en même temps d'elle-même. C'est-à-dire il y a une alternance. Donc elle raconte la colonisation, la pénétration française en 1830, avec les massacres. Elle parle des enfumades du Dahra et tout. Mais elle parle aussi d'elle-même quand... les enfumades, ouais. Quand elle rentre à l'école, donc il y avait une petite fille dans les mains de son père et tout. Donc il y a cette alternance. C'est ça, où il n'y a pas beaucoup d'Algériennes. Il n'y a pas beaucoup d'Algériennes, effectivement. Ouais. Donc, et puis, voilà. Et puis elle a un parcours incroyable, Assia Djbar. Oui. Elle a fini à l'Académie. À l'Académie, effectivement. Elle a été cinéaste. Oui. Elle a réalisé 2 films, dans Nouba, les femmes chinois, du manche du chinois. Bien. Donc, la lecture mène à l'écriture et... Je pense, on va finir par... C'est un passage obligatoire. C'est un passage, je pense, oui, quand on lit, surtout quand on lit beaucoup, on finira toujours par écrire un jour. Par aimer par aimer d'abord, par aimer le mot, par aimer le verbe, par aimer ce monde, cette fenêtre qui s'ouvre. Et on veut faire aimer aussi aux autres ce qu'est la littérature. La littérature, d'abord, c'est le partage. C'est le partage, effectivement. Alors, pour revenir toujours à votre parcours, à vous, vous passez d'abord, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, par la nouvelle. Oui. D'abord, en les publiant dans un journal, dans le pays. Ma question, est-ce que la nouvelle, comme elle est le court-métrage pour le cinéma,
une étape incontournable? Je ne sais pas, c'est-à-dire chacun a sa façon d'écrire, chacun a sa façon. Si on peut par exemple rester sur un même sujet, sur un même, disons, une même peinture pendant 2 ou 3 ans, on pourra facilement écrire un roman. Mais si on peut par exemple rester 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, c'est plus facile d'écrire une nouvelle, même si elle a quelques petites spécificités, la chute, l'accélération dans la narration et tout. Donc c'est plus facile d'écrire une nouvelle. Mais si on a un souffle, disons, on peut rester, disons, dans cette méditation sur un sujet, parce que la littérature, le roman, c'est de la méditation. C'est un petit peu comme un tableau de peinture. Ce n'est pas comme du journalisme. Dans le journalisme, on est objectif. C'est presque de la photographie en quelque sorte. On essaye de ramener les événements tels qu'ils sont. Ça, si vous donnez là une belle comparaison, pour ne pas dire métaphore. Effectivement, c'est la différence qu'il y a entre un dessin et une peinture, une œuvre d'art. C'est ça. Donc, je crois que le dessin en fait un peu partie. Oui. Mais l'écrit journalistique, bien sûr, est différent de cette littérature, parce qu'il y a d'une part la part de la fiction et de l'autre, bien sûr, la part de la réalité, parce qu'on part toujours au début, il y a d'abord la vérité, la réalité. Après, bon, c'est romancé, il y a la part de la fiction. La vérité dans un roman, c'est juste un prétexte. Un prétexte. C'est juste un prétexte. Donc, c'est la contemplation, justement. C'est ce côté contemplatif. Ce n'est pas l'autre côté observateur et tout. C'est pas ça. C'est le côté contemplatif. C'est le côté, voilà, méditatif qu'on essaye de travailler. Donc, on étire la littérature elle-même, justement. Il faut qu'on l'étire jusqu'à, je dirais, jusqu'à l'entendement, quoi. C'est-à-dire jusqu'à des choses vraisemblables. On ne va pas aller jusqu'à raconter. Ah, bien sûr, il faut quand même rester dans le vraisemblable. Voilà. Alors, curieusement, vous ne commencez pas quand même, pas curieusement pour vous, mais d'une manière générale, dans les cursus, on retrouve la nouvelle comme début. Vous ne commencez pas avec un recueil de poèmes. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, entre le temps où j'ai écrit justement presque une dizaine de nouvelles, je dirais, donc ça a passé du temps. Et là, elles sont toutes éparpillées. Je ne sais pas, peut-être ça sera un projet à l'avenir. Je n'y pense pas pour le moment, sincèrement. Est-ce que vous pensez les revoir un peu, les réactualiser? Ça m'effleure de temps en temps, comme ça. Mais bon, c'est pas un projet immédiat. C'est pas immédiat. Bien, on va donc revenir à votre premier roman. C'est quelle date et quel titre? Donc, j'ai commencé à l'écrire en 2010. C'est Le Rocher de l'Hécatombe. Ça parle de la présence ottomane en Algérie. Donc, c'est un roman historique. Ça parle, disons, d'une histoire qui est une histoire vraie, mais c'est une histoire romancée, c'est-à-dire sa seule valeur, c'est plutôt émotionnelle. Ce n'est pas un livre d'histoire, je n'ai pas raconté une histoire. Donc j'ai tenté de rassembler, de faire une sorte de synthèse, parce que cet événement-là, c'est un massacre, disons. De quelle région vous parlez exactement? Dans mon propre village, d'accord. Saïd, du côté de Mizrana, donc dans la région de Tighzirt. Et voilà, il y a toute une littérature orale qui a porté cet événement. Et puis vers 1870-71, il y avait un certain, un ancien colonel français, disons, c'était un ethnographe. Il est venu donc pour parler de la révolte d'El Moqarani. Il a entendu parler de cet événement. Donc la chose qu'il a dite, lui, c'était un paragraphe. Il a cité donc cet événement. Juste un petit paragraphe, il a donné la date et il a donné un peu quelques détails concernant cet événement. Et là, toute cette littérature orale donc, a commencé à avoir un sens. Parce que la littérature orale, chez nous, l'événement, il passe au second plan. C'est plutôt les personnages qui sont glorifiés, qui sont légendés, qui sont mis en avant. L'événement lui-même, il passe au second plan. Donc, moi, j'ai fait, donc c'est un roman.
je ne peux pas dire sur l'authenticité, entre guillemets, de cette... mais voilà, donc son côté, disons, sa valeur plutôt émotionnelle, comme la valeur d'un roman. D'un roman. Donc, mais vous avez quand même des précisions. C'est le lieu, c'est ça. C'est l'époque, la date. C'est ça, j'ai fait un petit peu comme, disons, Émile Zola, par exemple, il décrit, quand il décrit des choses, par exemple dans Germinal, il cite les villes, les villages, les mines, donc une sorte de description zolienne. C'est-à-dire, il n'invente pas de ville, il n'invente pas de... Donc, Marchienne, Montsou. Très bien, ouais. Donc, j'ai fait à peu près la même chose. Simplement, l'histoire en elle-même, c'est une fiction, c'est une construction, même si c'est basé romanesque, même si c'est basé sur... Vous avez quand même puisé de ce qu'a laissé, ce qu'a sauvegardé cette transmission orale. C'est ça fait maintenant 2 siècles, mais c'est une littérature orale qui a... disons, qui est un petit peu farfelu, parfois. Oui, bien sûr, comme toute transmission orale. Exactement, parfois. Il y a de la perdition, il y a des rajouts, il y a l'alternance du temps. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des archives d'abord sur cette période? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'archives sur cette période. Non. Les seules archives que j'ai trouvées, justement, ce sont les écrits de Joseph Neil Robin, donc consigné dans la revue africaine. C'est peu. En plus, c'est des choses qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est des écrits coloniaux, donc c'est pas évident que ce soit tout ce qu'il écrit soit véritablement vrai. Simplement, il y a cette littérature orale parfois qui corrobore certaines choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis roman. Donc c'est plutôt parce que il y a aussi autre chose. Ceux qui racontent cet événement ne le racontent pas d'une façon, disons, de A à Z. C'est des bribes, c'est des lambeaux de mémoire qui sont restés. Donc chacun d'ailleurs tire un petit peu la couverture. Voilà, donc un peu pour se glorifier sa famille. Chaque famille a sa propre version en quelque sorte. Donc, voilà. Quel écho il a eu le livre? Je pense au départ... c'est lui d'ailleurs qui m'a un petit peu, disons, encouragé, qui m'a un petit peu, parce que... Ça veut dire que vous avez eu un bon écho. Exactement, il y avait un bon écho, beaucoup d'écrits journalistiques, beaucoup de gens qui s'intéressent, parce que les Algériens s'intéressent à l'histoire. Ils s'intéressent à l'histoire. C'est vrai qu'ils s'intéressent à l'histoire, et cette période, on va dire, n'a pas été couverte avec des écrits, n'a pas été abordée par... la littérature, n'est pas les historiens, c'est quand même quelque chose qui malheureusement, c'est comme un pan de l'histoire. Pourtant, c'est important, 3 siècles de présence. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écrits. C'est comme s'il y avait un déni quelque part. Je ne sais pas. On ne sait pas d'abord, on ne sait pas dénommer occupation. C'est ça. C'est pas dénommé en tout cas. Colonisation, on le dit pas. On le dit pas de cette façon. Bref. Bien, c'est un bon départ. Vous avez fait un bon départ en 1990. Non, 2010. Ah, en 2010. 2010 que j'ai commencé à l'écrire, donc il est sorti la première fois en 2014, la deuxième fois en 2016. Donc ça a sorti. Réédition en Algérie, parce que je l'ai édité en France, après j'ai arrêté. Très bien. Donc après, le deuxième ouvrage, le livre... C'est L'Appel de la montagne. Donc L'Appel de la montagne, c'était plus facile à écrire. Votre deuxième roman. Voilà. Donc c'est un petit peu la période où justement mon père, paix à son âme, m'a raconté beaucoup de choses. Ouais. Parce que je raconte l'histoire un petit peu d'un personnage, d'un ancien maquisard. Et puis je raconte les événements de 1945 à 1954, jusqu'au 1er novembre. Donc c'est une période de préparation de soulèvement. L'accélération de l'histoire, les destins qui sont croisés et tout. Donc c'est l'histoire d'un homme qui vivait tranquillement dans son village. Et puis il a fait quelques années qui est pris dans la tourmente de l'histoire. Voilà, c'est l'histoire, c'est les vents de l'histoire qui l'ont propulsé jusqu'à ce qu'il soit parmi ceux qui ont fait novembre 54. Et l'histoire, donc c'est à partir de 45, les Algériens, ils ont vécu
la libération en Europe, ils l'ont vécu physiquement. Certains Algériens l'ont vécu physiquement, de ne pas vivre sous le joug du colonialisme. En arrivant en Algérie, donc ils ne pouvaient plus, à vrai dire, continuer à vivre comme avant. Et voilà, l'histoire s'est accélérée. Pas uniquement en Algérie, mais partout en Afrique, là où il y a eu donc des Africains qui ont combattu avec la France contre le nazisme. C'est ça. À leur retour, certains ont été carrément massacrés, comme à Tiaroy au Sénégal. Les Sénégalais. Et comme il y a eu le massacre de Sétif également. Bien, le peuple algérien qui, bien sûr, a fêté cette victoire s'est vu à son tour massacré. Effectivement, les promesses, voilà, c'était des promesses. Bien sûr, donc ça aussi c'est un livre important et j'ai envie de vous poser la question parce que ce lien privilégié, je crois que c'est particulier à ceux qui vivent dans les petits villages à la montagne, qu'ils ont avec pas uniquement le père, mais avec la maman, avec la grand-mère, le grand-père. Oui. C'est les contes qu'on a reçus quand on était Mais là, il ne s'agit pas d'un conte, mais de faits historiques. Oui, parfois, il y a des contes, effectivement. Il y a aussi des faits vrais, des faits historiques. Par exemple, ce que j'ai raconté dans La paix de la montagne, pratiquement, je peux dire 50 ou plus % du livre, c'est des choses racontées par mon défunt père. Après, il y a aussi, parfois, j'endosse des choses au personnage principal qui sont aussi vécus par d'autres. Par les membres de la famille parfois. Ou carrément des villageois. C'est ça. Qui ont un passé et qui trouvent une oreille. Des gens qui les écoutent lors des Juma'a. C'est ça, la construction d'un roman, une sorte de puzzle. Oui, je crois qu'il y a cette relation privilégiée que l'on retrouve que dans des villages, à la campagne, dans les montagnes. C'est très important. Les relations humaines sont beaucoup plus fréquentes, soudées, chaleureuses. C'est le partage aussi. C'est de la littérature, c'est le partage. L'idée de partage. Très bien, chers amis, nous sommes toujours avec Lounès Rezali. Vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres et à la littérature. Nous continuons avec lui ce voyage à travers ses ouvrages. Après, donc, nous sommes déjà au 3e ouvrage qui est... La dernière escale. La dernière escale. La dernière escale est un récit. C'est édité aux éditions France Fanon en 2022. C'est un récit d'un personnage alité. C'est ça. C'est les derniers instants d'un personnage. Il allait mourir. Il décide de raconter sa vie. C'est ça, dans ces derniers instants. Donc, c'est presque le fruit de l'imagination, parce que même si on accompagne, par exemple, nos parents ou nos proches jusqu'à leur dernière heure ou minute, on ne saura jamais ce qu'ils pensent dans leurs derniers instants, quand ils sont dans un état... Il n'y a qu'un écrivain qui peut le faire. C'est l'imagination, c'est le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de la littérature. Là, la part de l'imagination est beaucoup plus importante. Je pense, après, bien sûr, l'imagination, elle se nourrit de choses réelles, de choses qu'on vit au quotidien. On a, par exemple, des... Vous avez vécu des moments pareils. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de choses à voir avec la réalité dans ce livre. Donc, c'est l'histoire de ma défunte mère aussi. Il y a aussi mes 2 grands-mères aussi, Père Laurent. Donc, ce sont des personnes... Disons que c'est une atmosphère déjà, parce qu'il y a les questions d'atmosphère. C'est ça. À restituer, c'est une atmosphère qui ne vous est pas familière, qui ne vous est pas étrangère. Voilà. Que j'ai vécu moi-même. Il suffit de trouver les mots, les expressions qu'il faut. C'est ça. Après, il faut imaginer ce que pense, par exemple, quelqu'un qui est dans les vapeurs de Dieu, dans les vapeurs de la mort, dans ces derniers instants. Je décris parfois des choses qui sont aux alentours, les voix qu'elle entend par exemple, parfois parce qu'elle est consciente. Il y a des moments où elle est consciente parce qu'elle décrit ses douleurs aussi. Elle décrit parfois des voix qu'elle entend, parfois elle entend des voix des gens qu'elle connaît, comme son fils par exemple et tout. Mais parfois aussi, c'est ponctué par... Elle est dans le délire,
Pas tout à fait, parce qu'elle est un petit peu dans une sorte de, je ne sais pas, de réflexion philosophique un petit peu, parce qu'elle voit son horizon barré. Donc, il y a une sorte de, je ne sais pas, parfois des questionnements dans la métaphysique. Pourquoi la vie, pourquoi la mort? Donc, c'est inévitable à ce moment-là de l'existence. Et puis voilà, surtout la description des choses, même si elle ne pouvait, sur le plan pratique, elle ne pouvait plus parler, donc c'est impossible. Ça devait être difficile à écrire, ça. Non, oui. je dis pour vous, c'est-à-dire douloureux. Oui, il y a des moments où, effectivement, il y a des moments de forte émotion. C'est ça. On ressent beaucoup. Je vous imagine en train d'arrêter de pianoter sur votre clavier, ou si vous écrivez toujours au clavier. Parfois j'écris d'abord au stylo, parce que j'écris un peu. Voilà. Et puis, j'imagine c'est quand même fort comme message. Il y a des moments où effectivement il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il y a des choses d'abord réelles. Ensuite, même si elles ne sont pas réelles, on s'imagine toujours quelqu'un qui est mourant. Un proche voilà. Quand on écrit, on s'imagine toujours quelqu'un. On se met toujours dans une situation de réalité, même si on invente des choses, on transforme les transformations fictionnelles. Mais voilà, donc effectivement, il y a beaucoup d'émotions, et ça se ressent aussi parfois dans la lecture. Et puis quand j'ai écrit La Dernière Escale, j'étais un petit peu dans une sorte de bulle, disons imaginative, dans une sorte de bulle, jusqu'à à peu près la moitié du roman. Et j'ai perdu cette bulle à un certain moment. C'est comme si, je ne sais pas, j'étais dans une autre réalité, et il a fallu un peu de temps pour retrouver un petit peu, même si je ne l'ai pas tout à fait retrouvé. À la moitié du roman, j'ai tenté de continuer donc à écrire, mais ce que j'écrivais, je l'ai jeté parce que ça ne correspondait pas Vous étiez sorti de la bulle. Presque sorti de la bulle. Ouais. Donc il a fallu un peu de temps pour retrouver la première bulle. Et là, j'ai continué après l'épisode de l'hôpital, donc jusqu'à la fin. Ce roman, il ressemble un petit peu aux écrits qualifiés par un certain Jacques Derrida, il n'est pas loin puisqu'il est né à Alger, d'auto-thanatographique. Donc c'est l'autobiographie un petit peu du mort, même si elle n'est pas morte, mais presque elle était dans une sorte de mort imminente. Donc voilà, elle décrit elle-même un petit peu sa mort. D'ailleurs, elle a tendance à caresser un petit peu même disons les limites de la vie, parce qu'à la fin, elle décrit sa mère qui était morte et tout. Donc elle continue à décrire même après sa mort. Voilà. Et comment on peut avoir ce type de... Comment est née cette idée d'écrire sur quelqu'un qui est aux abords de la mort? Je pense, il y a l'entourage, parce qu'à un certain moment, quand j'ai commencé à écrire La Dernière Escale, déjà il y avait beaucoup de morts chez nous, pas que chez nous d'ailleurs. Le Covid. C'était la période du Covid. Le Covid, même avant, il y a bien sûr la Palestine et tout. Elle est omniprésente, la mort. La mort, oui. Elle est omniprésente. Donc, quand on parle de mort, on parle de vie. Quand on parle de vie, il y a la effectivement, mort. Effectivement. Après, la mort, c'est quelque chose de naturel. Et puis, il y a la loi de la Syrie. C'est-à-dire, généralement, dans une famille, dès qu'il y a un décès, on sait qu'il y a 2 ou 3 qui suivent. C'est presque automatique. C'est pas une règle, heureusement, mais c'est presque automatique. Oui, je ne sais pas, peut-être des choses, des secrets de la nature, voilà. Et ce personnage, justement, il a ce côté-là, c'est-à-dire il a laissé un petit peu à la nature faire les choses. C'est comme s'il a donné confiance à la nature en quelque sorte, dans ces derniers moments, dans ces derniers instants. Et je pense... On se remet à Dieu, quoi. On se remet à Dieu, voilà. Est-ce que quand vous avez ce type d'idée particulier plutôt, ou généralement, avant d'entamer l'écriture, vous avez l'idée d'un roman, est-ce que vous faites part à vos proches pour avoir les avis? Ou alors, vous vous enfermez dans votre bulle et vous foncez comme un... Non, je ne demande pas d'avis parce que, je ne sais pas, à partir de mes lectures, je pense que j'ai acquis quand même une certaine façon d'écrire.
comme j'aime beaucoup Tolstoï, par exemple, Léon Tolstoï, je le cite souvent, Ouais. tous ses écrits, il y a ce cheminement de ces personnages, un cheminement jusqu'au sort ultime. Donc il y a toujours ce cheminement eschatologique jusqu'au sort ultime. Et là, il donne des idées en quelque sorte à quelqu'un qui veut écrire. Le cycle de la vie. Le cycle de la vie, voilà. Et puis quand, voilà, sinon, non, je ne demande pas. Après, bien sûr, je demande des avis à des gens qui font de la littérature, voilà, donc, sinon... Qui peuvent apporter quelque chose sur le... Voilà. Ça veut dire que l'idée, vraiment, vous la maturez suffisamment pour... je pense que ça vient un petit peu d'une façon... la maturation, ça vient après réflexion. C'est ça, c'est ça. Quand je commence à travailler un sujet, par exemple, donc il faut du temps pour... voilà... Absolument. Faire monter toute cette littérature. C'est bien. Et l'écho, c'est quand même assez particulier. Oui, l'écho sur la dernière escale, c'est d'abord il y a l'édition, parce que j'ai changé, donc l'édition elle est beaucoup plus présente. Et puis, je crois, effectivement, il y a un très bon écho, surtout sur le plan l'information. L'information et tout. Donc, effectivement, il y a beaucoup, par exemple, de mémoires qui sont faits. Il est dit aussi qu'il y a beaucoup de poésie. Oui, dans la dernière escale, c'est le temps du songe, en quelque sorte. C'est le temps du songe, donc... effectivement, il y a beaucoup de poésie, il y a de la poésie à l'intérieur. Voilà, donc c'est elle-même un petit peu qui parle à son sort, en quelque sorte, à son destin. C'est cette femme, elle est seule, elle est dans la solitude absolue, même s'il y a une présence physique, il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas quelqu'un. Et puis parfois longtemps, effectivement, mais elle l'interprète à sa manière, toujours à sa manière. Donc elle est dans une sorte de monologue sans fin, jusqu'à la fin d'ailleurs, c'est un monologue sans fin. Voilà. Très bien, nous arrivons donc à Une si longue nuit, votre dernier opus en 2024. C'est ça. Et c'est paru aux éditions France Vanon, bien sûr. Là, on est vraiment dans une belle surprise. Dans une belle surprise parce que on sort un peu des sentiers battus, on sort un peu avec un personnage très original, qui porte toute la douleur du monde, toute la misère du monde sur ses frêles épaules. Mais il fait de la résistance, il résiste. Il n'est pas épargné par le monde qui l'entoure. Il n'est pas épargné du tout. Voilà. Donc, même son jour de naissance n'a pas été fêté. Alors qu'un garçon, on le sait, dans la société algérienne, est fêté... Surtout que c'est le premier, c'est le seul. C'est le seul. En plus, c'est l'unique. C'est l'unique. Et donc, la famille elle n'a pas fêté, et même la nature elle s'est jointe à la tristesse. À la tristesse, avec donc... c'est incroyable, ce personnage. Comment est né en vous, ce personnage qui porte le nom, donc... Akili Menran. C'est donc celui qui a tué. Donc c'est lui qui a tué son fils, on va le dire, parce que c'est pas une intrigue, il l'a pas caché. Il le dit d'ailleurs dès la première phrase, mais après il raconte comment c'est fait toute cette métamorphose jusqu'à ce qu'il soit, donc jusqu'à ce qu'il arrive à être dans cette, disons, entre guillemets, psychologie pour tuer son propre fils. Alors vous faites une introduction magnifique. Alors, vous écrivez, si vous arrivez un jour d'entendre parler de mon histoire, racontez-la à votre tour. N'hésitez pas. Dites à tout va ces sombres événements de ma vie pour que ne demeure plus qu'une seule énigme dans les mémoires. Propagez-les pour faire oublier tout ce qu'ils charrient de ressentiment et de peine. La malédiction emprunte la voix du silence et de la peur. Je m'appelle Akili Menran. Pour certains, je suis celui qui a tué son fils. C'est ça. C'est vraiment, dans une ouverture comme ça, c'est vraiment le choc. C'est ça. Vous bousculez un peu votre lecteur avec on peut imaginer quelqu'un... Une nouvelle fracassante. On peut imaginer par exemple quelqu'un dans un souk qui raconte. Dans un souk, et des gens sont autour de lui, donc il commence, je m'appelle Akili, il se présente.
Donc, pour certains, Achille Menran, parce que par la suite, je le décris par la suite, c'est l'avènement de l'état civil, des noms de l'état civil. Je suis celui qui a tué son fils, c'est devenu donc une identité parce que ça s'est propagé dans la région. C'est devenu son patronyme. C'est ça, donc c'est lui qui a tué son fils. Et quand on le désigne, celui qui a tué son fils, donc c'était un petit peu son deuxième nom. Et il commence à raconter. Bon, il va commencer par une sorte de prologue, donc une sorte d'istikhbar en quelque sorte, une sorte de préparation émotionnelle à la narration. Et voilà, il commence donc à partir du premier chapitre par raconter sa naissance, comment elle s'est faite, donc sa naissance, l'assassinat de son père quelques jours après sa naissance. Il va le connaître donc certaines vérités par la suite de la part de sa mère et de sa grand-mère, parce qu'il est entouré d'ennemis dans son village. Et puis c'est un village qui est un petit peu dans un monde isolé, parce que c'était la période de la colonisation. Donc il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de d'État, il n'y avait rien. Personne ne pouvait venir à son secours. Et il y avait encore les traditions, mais bon, elles sont un petit peu touchées par justement la colonisation, parce que ça a commencé 50 ans après l'arrivée de la colonisation française. Alors, quand on lit le livre, on comprend mieux le titre, Une si longue nuit. Alors, on pense à tout. Une si longue nuit pour le personnage principal, Achille Menran, mais c'est une si longue nuit aussi pour le pays. C'est ça. C'est la nuit coloniale. C'est la nuit coloniale. Parce que quand on lit le livre, c'est le décor est planté. C'est vraiment en filigrane toute l'histoire de la colonisation. C'est ça. On a commencé par tuer, on a commencé par prendre les meilleures terres. C'est ça. Le colon a pris les meilleures terres, a distribué, et ils ont relégué les populations algériennes dans les montagnes, dans les terres arides. Et ça, c'est ça l'essence même du livre. Et vous nous montrez donc ces personnages. On va dire que le contexte n'a pas aidé, et vous faites avec votre fiction, vous accablez sa famille, lui, son personnage, des choses incroyables, des choses terribles. Donc le jour de la naissance qui n'est pas fêté, la nature qui se déchaîne, il perd son père, donc qui est assassiné quelques jours après sa naissance, donc il ne connaît pas son père. Et le pire qui lui arrive, pour moi, c'est le pire, il a un fils unique, Ali, et ce fils, Sali, il est récupéré par d'autres sectes, par l'ennemi, par ses ennemis. C'est ça. Et là, à ce moment-là, il ne supporte plus, il baisse. C'est la débâcle intérieure. Ça. Il commence la méditation sur la vie, parce que c'est très fort. Hein. Ce roman, il décrit des violences que l'on impute à tort aux aléas du destin. Mais elles sont véritablement des violences de l'histoire. Sur Absolument. Le plan sociologique, là, je suis entièrement d'accord. C'est comme ça que j'ai lu votre livre. Voilà, c'est des violences de l'histoire. Donc il y a c'est très scientifique, c'est très sociologique, tout ça. Et un exemple de quelqu'un qui est un petit peu dans une sorte de solitude. On peut le transposer un petit peu au peuple palestinien aujourd'hui, ce qu'il subit, le peuple palestinien. C'est à peu près la même chose, ce qu'a subi Achille, parce que tout son entourage, tout le monde en quelque sorte, a profané son humanité. Voilà, donc il n'y a personne devant une injustice aussi flagrante, il n'y a personne. C'est comme si, au contraire, ils suivent les tyrans, ils suivent les agresseurs, ils les suivent un petit peu comme si, au préalable... On suit les plus forts. On suit les plus forts. On abandonne les plus faibles. C'est effectivement, il y a une ressemblance. Il y a quand même un chapitre où il y a pseudo-solidarité avec la famille d'Achille suite au décès de sa grand-mère. Alors, quand arrive justement le décès, parce que ces tyrans, ils ont deux méthodes. Ils ont celle violente, donc brutale. La carotte ou du bâton. C'est ça, c'est la carotte ou le bâton. Ce qu'a fait la France aussi. C'est voilà. C'est pour ça que je dis ici longue nuit, c'est la nuit coloniale. C'est ça. Donc, ce contexte-là. En écrivant ce livre, j'ai pensé à deux livres. J'ai pensé donc à l'opium et le bâton de Memri. Oui. J'ai pensé aussi à la terre et le sang, parce que chez nous, Achille Menran, c'est la terre et le sang en quelque sorte. J'ai pensé à ces deux livres qui sont
comme, je ne sais pas, une sorte... ils sont très présents, du moins symboliquement, dans ce livre. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, bravo, hein. Je sais que ce livre a eu beaucoup d'écho. Oui. La presse a très bien accueilli, donc la critique que j'ai lue dans la presse a très bien accueilli votre roman. Vous avez été félicité, vous avez été... je crois que même les lecteurs ont répondu présent. Oui, il y a beaucoup de lecteurs, effectivement. C'est le livre, par exemple, la quantité vendue, par exemple, pour le Rocher de l'Hécatombe, au bout de 4-5 ans, c'est une quantité vendue, c'est la quantité vendue écoulée pour ce livre au bout de 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. Et cela vous encourage, bien sûr, à vous mettre déjà au travail. Et j'imagine que vous avez déjà un projet d'écriture éditoriale. J'ai actuellement un autre roman, je suis sur un autre roman, une histoire d'amour entre un Algérien et une Russe. Donc, avec des identités différentes, un peu différentes et tout. Bon, les cœurs, ils sont à peu près les mêmes, c'est des cœurs humains, oui. Mais des identités sociologiques qui sont un petit peu différentes. Donc, le poids, voilà, j'essaie je ne sais pas comment dire, j'essaie de mettre un petit peu cet amour-là comme une sorte de beurre dans une assiette. Il va donc. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que les deux nations, l'algérienne et soviétique, sont alliés, sont amis. Il y a une réalité sociologique. Beaucoup d'étudiants algériens donc ont fait leurs études supérieures en ex-URSS. Il y a eu beaucoup de mariages. Effectivement. Et juste pour information pour nos éditeurs, vous serez à ma connaissance bien sûr, le deuxième à écrire une histoire d'amour entre un Russe, un Algérien et une Russe. Donc, et il y a un auteur que j'avais reçu ici, donc dans l'émission Empreinte. C'est Anwar Ben Malik, je pense. Non, pas Anwar Ben Malik. Parce qu'il a écrit un livre. Saad Saïd qui a écrit donc l'histoire d'un amiral russe qui était amoureux d'une Algérienne. D'accord, c'est le contraire. Donc c'est le contraire, c'est bien ça. Bien sûr. Et c'est ça aussi, hein, c'est ça le propre d'un écrivain, c'est comment essayer de faire les cinéastes, comme notre ami Fatah Sid Alifta qui a écrit L'amour impossible. Ça aussi, il n'y a que le cinéma ou la littérature qui peut se permettre. Amis auditeurs, le temps passe vite, nous arrivons presque à la fin de notre émission, donc Empreinte. Et j'ai l'habitude de terminer avec un petit questionnaire léger. Quelle est votre saison préférée ? Le printemps, beaucoup de fleurs, voilà, c'est la vie. Le printemps, j'aime beaucoup le printemps. Beaucoup de c'est la renaissance, c'est le renouveau. Voilà. Oui. Mer ou montagne ? Dans ton village, vous avez les deux. Les deux. Montagne. Bon. Pour l'écriture, Oui. Après, c'est difficile en tout cas de choisir. Je suis tenté de dire les deux, mais bon, c'est montagne. C'est montagne, bien. Le plat préféré ? Simplement le couscous. Voilà, c'est... On mange beaucoup de couscous. Bon, je connais qu'en Algérie, on parle du plat hebdomadaire le vendredi. Le fruit. L'orange algérienne, c'est celle de Chleuf, celle de Bouferik aussi. C'est vrai que notre orange a un goût spécial. Très bon, juteuse, sucrée, colorée. Aussi quelques goûts, bien sûr, pour la pastèque. Mais l'orange, c'est l'orange. Voilà. Très bien. Alors, les auteurs préférés, vous avez parlé donc de Mamri, de Dib et d'Essied Djebal pour les auteurs algériens. Les auteurs étrangers? Donc, je pense que c'est Tolstoï, les écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski, Gogol aussi. C'est énorme, hein, c'est les trois. Déjà... Quand vous avez lu au moins un roman un des trois, vous êtes dans la littérature. Je pense que c'est ces trois romanciers, surtout, disons les quatre, avec Pouchkine, qui m'a poussé donc à écrire cette histoire d'amour entre un Algérien et une Russe. Parce que derrière, il y a tout cet amour justement pour la littérature russe. Et la Russe, elle aura donc un amour, une sorte de coup de foudre pour la mythologie algérienne, donc elle
elle va connaître un petit peu la société algérienne. Très bien. On sera vraiment curieux de lire votre roman et bien sûr vous êtes déjà invité à venir nous le présenter à nos lecteurs. Merci beaucoup, merci d'avance. Bien, votre chanson préférée, la chanson que vous pouvez écouter en boucle sans vous lasser. C'est très vieux comme truc, c'est Georges Brassens, surtout avec sa poésie. J'aime beaucoup Georges Brassens, c'est très très vieux, mais bon, j'aime beaucoup parce que les tournures de phrases, voilà, cette langue. La chanson, ce n'est jamais vieux, c'est oui. intemporel. Oui. Non, il a un répertoire très riche et très les bons diversifié. publics, les copains d'abord, beaucoup de. C'est vrai, voilà, vos copains d'abord, c'est toute une littérature sur l'amitié. C'est ça. Donc. Et donc le chanteur, on va dire, préféré. Algérien. Oui. Algérien, je pense c'est Cherif Khedem parce que je suis né un petit peu avec. Avec ses compositions. Exactement, Noir. Son interprète, hein. C'est ça. Donc une belle musique. Symbiose, une belle musique, voilà. Des beaux textes aussi, de très beaux textes. Je pense, même, je dirais que les chansons, la musique, elle aide justement parfois dans la littérature parce qu'on est dans des émotions qui sont très très proches de la littérature. Vous mettez de la musique quand vous écrivez ? Généralement non, parce que j'écris généralement à 2h, 3h du matin. J'écris le matin parce que là, je ne suis pas dérangé justement dans le silence. Je ne suis pas dérangé. Mais quand je veux par exemple être dans une certaine bulle d'écriture et tout, j'écoute de la musique, parfois de la musique classique. Je suis plutôt classique. Donc et là, je suis dans un état émotionnel. Voilà, c'est plus facile d'écrire que, par exemple, si je danse ou je ne sais pas. Là, c'est absolument. Voilà. Bien, quel est le mot que vous détestez ? La haine. La haine. Oui, la haine. C'est un mot, voilà. Et quand on fait de la littérature, je pense qu'on n'est pas capable de haine, justement. On est un petit peu incapable. On est plutôt dans l'amour, dans le partage. Exactement, dans le cœur, voilà. Donc c'est un mot qui est détestable. Et l'expression que vous aimez en français ou en arabe, l'expression ou le dicton. J'aime une expression de Memri donc qui dit il ne faut jamais cesser d'être algérien. Parce qu'elle est en vogue maintenant. Donc voilà, je l'aime beaucoup parce que parfois on peut oublier. Parfois il y a tellement de tiraillements, il y a tellement de. C'est vrai. Voilà, on peut. Comme on peut dire, il ne faut jamais cesser d'aimer ses parents. C'est ça. Donc voilà, il ne faut jamais cesser d'être algérien. Voilà. Bien. Lounès Razali, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous un moment de littérature, un moment d'évasion et de partage. Je vous dis à la prochaine. Donc, bon vent pour votre prochain ouvrage. Amis auditeurs, je vous dis au revoir et merci d'avoir été à l'écoute. Je vous informe que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir et bon week-end.